Sir Huehue, Damien, Pedro laisse maintenant place au débat, au tout petit débat convainc moi, qui, vous le savez, aborde ce matin le procès de Joël Aïvo à la Criette. Analyse socio-politique et grands enseignements. Vous l'avez suivi, l'opposant béninois Joël Aïvo a été condamné par la Criette à 10 ans de prison, à 10 ans et 45 millions, justement. Au-delà, à l'issue de ce procès suivi au plan national et international parce que différents médias internationaux en ont fait cas hier et continuent d'en parler, vont continuer d'en parler, je dirais, toute cette semaine ou tout ce mois, qui sait. Que retenir de ce procès? Quels sont les grands enseignements à tirer? D'abord, quelle analyse fait Olivier Michel Descampos de ce procès? Je dirais très fourni. Très fourni et que j'ai trouvé intellectuellement quand même pointu et assez de bref. part et d'autre. Oui, que j'ai trouvé quand même assez bref. Oui. Je ne sais pas, les experts nous diront peut-être, mais je m'attendais à ce qu'un procès d'une telle envergure puisse quand même durer un peu plus longtemps qu'une journée, parce qu'apparemment ça n'a duré que l'espace d'une journée. Voilà. Comme ils avaient l'habitude de nous le faire vivre par le passé. Par le passé. Alors, la lecture que nous ferons sera forcément une lecture dénuée de tout parti pris, de tout parti pris, une lecture assez politique, assez sociale de la chose, scientifique de la chose. Oui, parce que c'est un dossier, comme vous le savez, qui est encore pendant devant la justice, puisque l'accusé a encore des voies de recours à épuiser avant que la décision finale ne puisse être donnée. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que déjà, je voudrais commencer par... Du procès. Du procès lui-même. Mais avant d'arriver même au procès lui-même, il y a cette notion dont on a entendu beaucoup parler, c'est-à-dire procès politique, affaires politiques et tout. Et aujourd'hui, d'aucuns diront verdict politique. Alors, la question qu'il faudra se poser, c'est de savoir est-ce qu'il est juste de donner ce genre d'interprétation à ces événements politiques, qu'on le veuille ou pas? Alors, moi, pour ma part, la réponse est oui. Parce que vous avez affaire à un homme politique. Vous êtes en matière politique. L'objet de l'accusation est le même politique. Donc, vous êtes en plein dans la sphère, même si ce n'est pas que, mais en grande partie, tout est politique dans cette histoire. Donc, pour ma part, dire que c'est une affaire politique n'est pas encore un problème en soi. Reste à savoir maintenant comment est-ce que la justice fait son travail. Mais vous ne pouvez pas, vous prenez par exemple aux États-Unis, lorsque les démocrates décident de lancer la procédure d'impeachment ou de faire le procès à Donald Trump, c'est éminemment politique. Et puis, personne ne s'en cacherait de dire que ça, c'est des affaires politiques. Donc, qu'on le veuille ou pas, lorsque vous avez affaire à des hommes politiques, sur le terrain politique, avec des affaires politiques, c'est forcément du domaine du politique. Donc, il ne faudrait pas se cacher la figure, parce que je vois certains essayer de défendre ça. Non, ce n'est pas politique. Non, ce n'est pas du droit commun. Là, on est en matière politique, on a affaire à des individus politiques. Donc, qu'on le veuille ou pas, la politique ne pourra pas échapper à ce dossier. Alors, cela dit, est-ce que d'une affaire politique, on doit forcément aboutir à peut-être un procès politique, là, qui échapperait d'office donc à toute règle de droit applicable et pour aboutir finalement à un verdict qui serait politique? C'est là toute la question. La question essentielle. C'est là la question essentielle. C'est là qu'on pourrait comprendre ceux-là qui évoquent l'idée d'un procès politique. Peut-être que leur crainte finalement, c'est de voir que l'affaire politique finalement débouche sur le procès politique et finalement le verdict politique. Maintenant, pour en revenir au procès en lui-même. Alors, on a tous un peu suivi les réquisitoires, les différents arguments des uns des autres, des accusés, des avocats. Et ce qui est quand même assez frappant, pour ma part, c'est, je dirais, un peu la faiblesse de certains arguments. De certains arguments. Je me serais attendu à vraiment des déclarations, des éléments beaucoup plus accablants. Des éléments plus accablants. Oui, des choses beaucoup plus poignantes, qu'on puisse, c'est-à-dire qui ne laisseraient de place à aucun doute, en fait. On s'attendrait à ce qu'il soit plus éclaboussé. Voilà, où une sorte de preuves palpables de choses écrites. Mais là, je pense, on est resté un peu Mais en est-il moins?
Oui, bon, en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas été, c'est vrai que je n'ai pas été personnellement dans la salle d'audience suivre le procès. Je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, comme je pense la plupart des gens. Mais de ce qu'on entendait, des retours qu'on avait, les éléments qui étaient évoqués, laissaient beaucoup place au doute. Maintenant, je ne dis pas que les juges n'avaient pas forcément les éléments nécessaires à leur charge ou à leur décharge pour donner la décision qu'elles ont donnée. Mais au moins, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, je me serais attendu à vraiment beaucoup plus de croustillant, on va dire, pour être un peu sarcastique, mais quelque chose de beaucoup plus... Autrement dit, le procès vous a laissé sur votre fin. Sur ma fin, parce qu'on a dit quand même, c'est quand même un procès sur terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment et tout. Bon, je me serais attendu, parce que la plupart des accusés, il y a beaucoup qui ont blanchi, la plupart des co-accusés ont carrément blanchi. Les chefs d'accusation étaient quand même bien constitués, bien intitulés. Bien intitulés, mais je pense que le contenu me laisse un peu sur ma faim. Mais les arguments n'étaient plus à la taille des chefs d'accusation en quelque sorte. C'est ce que le contenu de tout cela, vraiment, à l'arrivée, on se serait attendu à vraiment beaucoup plus d'arguments pour étayer tous ces éléments-là, ce qui pourrait donner de l'eau. Vous avez l'impression que la grosse montagne n'a fait qu'accoucher que de moins d'une souris? Oui, bon, peut-être que nous, en tant qu'observateurs, n'avons pas forcément accès à tous les éléments, tous les éléments du dossier. Et puis, il faut dire aussi que tout ne se dit pas toujours lors d'un procès, en l'espace de si peu de temps. Donc, peut-être qu'il y a des éléments, d'autres éléments qui sont dans le dossier auxquels nous n'avons pas forcément accès et qui incriminent davantage les accusés dans cette affaire. Le verdict nutamment donné, on va y revenir. Mais avant, du fond du procès, de l'accusé, le professeur Joël Aïvor, ne vous a-t-il pas semblé un peu trop serein? Est-ce que c'est, je dirais, le collège d'avocats constitué autour de lui qui le rassurait à ce point? Quels sont les éléments qui fondent sa sérénité? Alors, vous faites bien d'utiliser ce mot parce que c'est vraiment de la sérénité. Je ne sais pas si la sérénité dont il s'agit est basée sur l'assurance stratégique des avocats qu'il a derrière ou voilà, de parce ces éléments-là. Parce qu'à aucun moment du procès, il n'a semblé ébranlé. Oui, mais vous observerez que cette posture-là, il l'a depuis son arrestation. Donc, je pense que l'homme est en train de prendre acte de ce qui est en train de se passer et de se construire, de commencer déjà par se construire une stature, sinon de se donner une stature politique. De prisonnier politique? De prisonnier politique ou en tout cas de quelqu'un qui pourrait compter. Parce que vous savez, lorsque vous restez digne face à ce genre d'événement, lorsque vous gardez votre sérénité, lorsque vous restez droit dans vos bottes, comme on dit, et que vous ne vous mettez pas, c'est-à-dire vous ne vous mettez pas en spectacle en quelque sorte, mais lorsque vous observez cette posture-là, c'est forcément de gain politique pour vous à la fin. Ce qui voudrait également dire que d'un autre côté, est-ce que ceux-là qui sont à la manœuvre, si tant est que quelqu'un est à la manœuvre de tout ce qui se passe là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire plutôt du bien à ces hommes-là, hommes et femmes, si j'ajoute Mme Rika Madougou, est-ce qu'ils ne sont pas en train de leur faire du bien, peut-être en essayant peut-être en pensant les mettre à l'écart, est-ce qu'ils ne sont pas en train de leur offrir toute une tribune, toute une posture présidentielle, carrément leur donner vraiment une visibilité à la fois nationale. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de constituer, de fabriquer des hommes politiques en bonne et due forme qui seraient à même de les challenger demain. Donc, c'est toute la question qui se pose. Et je suis totalement d'accord avec vous sur la posture de l'homme. Et je pense que l'homme est en train de vraiment c'est-à-dire s'imprégner, c'est-à-dire intégrer, voilà, c'est le mot que je cherchais, intégrer ce qui est en train de se passer et se dire, bon, OK, quoi qu'il en... De l'assimiler. De l'assimiler, de se dire, OK, quoi qu'il en faire, mieux vaut en tirer le maximum de bénéfices, de rester droit dans mes bottes, rester ferme sur mes convictions et ne pas se laisser abattre, quitte à même challenger le tribunal, à ne pas se laisser peut-être intimider, parce que lorsque vous observez les déclarations, les réponses de l'homme, vous observez une décontraction, ou je dirais... Ce ne fut pas des réponses... Quelqu'un dirait
presque de l'arrogance à l'égard du tribunal. À la limite. À la limite, oui, quoi. C'est le professeur qui déroulait. Le professeur de droit, comme dans sa faculté où il déroule son cours, mais il oublie peut-être qu'il était devant un tribunal. Peut-être qu'il aurait fallu faire un peu profil bas. Là, c'est tout un autre débat. Mais j'observe quand même cette posture-là de l'homme qui, pour ma part, lui servira certainement dans le futur, peut-être au cas où, on ne sait pas ce qui pourrait advenir demain, mais c'est voulu. C'est voulu par l'homme parce que l'homme, je pense, a déjà intégré, depuis son arrestation, et quand vous observez tout le parcours, quand vous observez toutes ces déclarations, tous ces faits, vous rendez compte que l'homme a décidé de rester digne, de rester droit dans ses bottes et de ne pas se laisser intimider par cette procédure. Et il a dit, il fait don de sa personne à la République. Et pour son avocat, Maître Robert Dossou, Joël Aïvo est tout sauf un mercenaire, mais c'est un pèlerin de la démocratie. C'est beau, bien constitué, belle parole, hein? Très belle expression. Mais le pèlerin de la démocratie aura perdu quand même 10 ans. 10 ans de carrière, peut-être politique, 10 ans de carrière universitaire, 10 ans de projet mis... Enfin, peut-être on va peut-être un peu trop vite. Oui, en besoin, qui sait. Enfin, on s'en tient à ce qui est dit. On s'en tient à ce qui est dit pour lire. Si il en venait que c'est entériné, ça fait quand même 10 ans sans recherche, pour qui sait quelle est la qualité du professeur, pour qui sait quelle est la qualité de ses consultations sur le continent et au-delà des continents africains. C'est 10 ans de vie de couple mise en berne, puisqu'on l'a dit hier, après le verdict, sa femme l'a pris dans ses bras et les deux se sont... je ne sais pas, on va parler, embrassés pendant quelques longues minutes, peut-être pas pour lui dire au revoir, mais c'est quand même un au revoir. C'est délicat, tout ce que je décris là. C'est vrai que derrière cette bravoure transparaît, cette bravoure ne cache pas au fait cette réalité que je décris. Oui, tout à fait. C'est 10 ans de grosses pertes. Tout à fait. Mais c'est peut-être 10 ans de constitution d'un profil, je ne dirais pas de chef d'État, mais de politique. 10 ans pour se faire le Mandela peut-être béninois, qui sait. Qui sait. Oui, vous avez totalement raison par rapport à cette analyse-là qui est totalement pertinente. Lorsque vous en parlez, j'avoue que j'en ai à la chair de poule, rien qu'à imaginer toute cette difficulté, toute cette souffrance par lesquelles... quel que soit l'individu, que ce soit un professeur d'université ou quelle que soit la personne, doit passer par ce genre d'événements, de privation de liberté. Ce n'est facile pour personne. Et c'est encore plus difficile dans des conditions que vous connaissez, dans des conditions pareilles. Alors, ce qui est quand même assez important à soulever par rapport à ce que vous disiez, c'est que l'homme, je pense que, comme je disais tantôt, l'homme s'est préparé. Il s'est préparé, il a commencé par se dire déjà, écoute, je vais devoir passer peut-être par là. Et voilà, s'il y a quelque chose à subir, il faudra le subir. Donc, je pense qu'il y a une préparation mentale. Je ne sais pas, je le dis comme ça, mais je m'avance en fait en disant ça. Non, mais ces réponses hier je pense que l'homme fonde bien sûr votre lecture. Une sorte de préparation mentale à ce qui va arriver, à ce qui pourrait arriver. Quand l'homme dit, par exemple, je me mets à la disposition, voilà, faites de moi ce que vous voulez, ce genre de déclaration montre que l'homme est peut-être une sorte de résignation, mais pas dans le sens du défaitisme, mais c'est le sens de se dire, OK, je prends acte de ce qui se passe et je l'utiliserai certainement pour me construire ma future posture, ma future vie, ma future carrière et tout. Et bon, vous savez que même lorsqu'il était en détention, le professeur a continué par superviser des thèses, selon ce que certaines personnes ont rapporté, a continué son travail de professeur, à superviser des thèses, à corriger des copies et à faire bon nombre de travaux scientifiques. Donc, c'est pour dire que l'homme est resté quand même attaché à son métier, à sa passion. C'est vrai qu'il ne pourra plus faire d'autres types de consultations, ce genre de choses. Mais quand même, voilà, dans une certaine mesure, si ça lui permet, il pourra toujours continuer à faire ce qu'il peut. Quoi qu'il en soit, nous n'en sommes pas encore là. J'aime bien à le dire que la procédure ne vient que de commencer.
Il faudrait encore attendre que l'appel, il a la possibilité de faire appel de cette décision et de voir ce que la justice béninoise, qui, je pense, est une justice, nous sommes quand même dans un état de droit, donc qui est une justice quand même qui sait encore dire le droit, qui pourra examiner ce recours et voir ce qu'il en est. Et au-delà de cela, il y a toujours la possibilité de l'amnistie ou de la grâce présidentielle. Donc tout n'est pas encore perdu, le professeur n'est pas encore totalement, son sort n'est pas encore totalement scellé pour dire les choses ainsi. Tout peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est évidemment une grosse perte si vraiment les choses devraient en arriver à se confirmer dans ce sens-là. Évidemment, une grosse perte pour le monde scientifique béninois. C'est vrai. Un professeur, un éminent professeur, qui fut d'ailleurs mon professeur, et avec qui quand même nous avions gardé de très bonnes relations, mais pour dire que c'est quand même une figure quand même assez importante, qu'on le veuille ou pas, c'est un éminent professeur dans son domaine, qui maîtrise parfaitement son champ de compétences. Et ça, forcément, son absence sera forcément une perte pour le monde universitaire béninois. Vous l'avez dit, Olivier Michel Descampos, une grosse perte pour le monde universitaire béninois. On n'en est pas encore à ce stade, peut-être. On continue de croire, peut-être. Écoutez, il y a moult possibilités encore. Il y a la grâce présidentielle qui peut intervenir à tout moment, qui sait. Il y a aussi que, vous l'avez dit à l'entame, les recours peuvent prospérer, qui sait. Ce sont autant de possibilités. Pour l'heure, on s'en tient à ce que nous avons comme élément. Il est condamné à 10 ans de prison, à 45 millions, à 10 ans de prison, 45 millions, seul M. L'Enfant libéré. Alors, quels autres enseignements tirer de ce procès? Alors, les autres enseignements qu'il faudrait déjà tirer de ce procès, c'est que lorsqu'on parle de notion d'état de droit, notion d'état de droit, je pense qu'il faudrait que l'on puisse véritablement savoir prendre la mesure des choses pour ne pas verser dans une sorte de dérive, que ce soit dans un camp comme dans l'autre. Vous savez, lorsque vous observez tout ce qui s'est passé depuis le début de cette affaire, avant même l'arrestation, déjà au niveau politique, au niveau de l'engagement politique du professeur Joël Aïvor et ses ambitions politiques également, jusqu'à sa candidature à l'élection présidentielle. Parce que tout à l'heure, lorsque je parlais d'événements, d'objets politiques, c'était de ça qu'il s'agit. On parle quand même de candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas rien du tout. C'est quand même un élément assez important dans la balance. On parle de gens qui ont émis la volonté de pouvoir compétir à une élection présidentielle. Donc, je pense que chacun doit pouvoir savoir raison garder, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des personnes qui sont aujourd'hui accusées de tel ou de tel fait, doivent pouvoir savoir raison garder. Et dans les actes, dans les faits qui sont posés, savoir quand même prendre la mesure. Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez, pour qu'on en arrive là, il a forcément fallu qu'à un moment donné, qu'il y ait des faisceaux d'indices. Parce que j'estime toujours que nous sommes dans un état de droit et que jusqu'à preuve du contraire, la justice quand même fonctionne toujours et qu'elle n'est pas aux ordres de quelqu'un pour lancer comme ça à l'aveuglette des procédures. Alors donc par rapport à cela, il faudrait quand même que nos hommes politiques, là c'est dans la majorité, dans l'absolu, puissent vraiment être beaucoup plus imprégné donc de ce sentiment-là, de savoir que tous les actes que nous posons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons peut éventuellement avoir des répercussions, ou toutes les positions, ou toutes les prises de position, comme je dis, que nous avons, peut avoir des conséquences, surtout si nous allons au-delà
juste des mots et qu'on passe forcément aux actes. Là encore, il faudrait que la justice puisse prouver qu'effectivement, l'un ou l'autre sont réellement passés aux actes et ont fait ce qui leur est reproché. Là encore, c'est toute la question qui se pose. Et comme je disais tantôt, on aurait aimé avoir beaucoup plus d'éléments pour pouvoir apprécier l'implication des uns ou des autres dans cette affaire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, selon ce que le professeur dit dans sa défense, il s'agit de propos qu'il aurait tenus totalement admis. En droit constitutionnel, justement, de dire qu'il y aura alternance forcément et que le président devra céder le pouvoir. Donc, et tout cela participait du jeu électoral. Du jeu électoral, effectivement, parce que ça fait partie du langage électoral. Alors, qu'on lui reproche aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui? Quels sont les éléments probants? Quel est l'élément, je vais dire, irréfutable, indubitable, qui dit aujourd'hui que telle personne a fait telle chose? Ce serait quand même intéressant que l'on puisse en arriver là pour qu'il n'y ait pas de débat, pour qu'il n'y ait pas de faux débat, qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de faux procès d'intention et qu'on puisse dire, OK, ça a été fait, ça a été bien fait. Olivier Michel Descampos, merci. On va s'arrêter à ce niveau. Merci pour votre belle lecture. On fait un coucou quand même à un doyen qui vous a suivi et qui demande à ce que nous restituions la pensée de Adrien Houmbédié à Adrien Houmbédié et non à Mathieu Kérékou. Les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. Le général l'a dit aussi. Merci au doyen François Oudou pour la délicatesse et la finesse. Merci du soutien. C'est tout pour ce numéro de Convainc-moi.